son dialogue avec Ismène est quelque chose qui, dès le départ, est d'une cruauté exceptionnelle. Car quand Ismène lui fait remarquer « Écoute, vraiment, dans la situation où nous sommes, ce n'est pas déjà très libre sans tournure, n'en remettons pas. » Elle saute immédiatement là-dessus. Surtout, maintenant, ne reviens plus sur ce que tu viens de dire, car même si tu voulais, c'est moi qui ne veux plus de toi. Et les termes de ektarei, ektra, d'inimitié concernant ses rapports à elle avec sa sœur, concernant ce qu'elle retrouvera au-delà quand elle retrouvera son frère mort, sont tout de suite produits. Celle qui dira plus tard « Je suis faite pour partager l'amour et non pas la haine », ce sont les mêmes mots d'inimitié avec lesquels elle se présente tout de suite. Dans la suite des événements, quand sa sœur reviendra vers elle pour partager son sort, quoique n'ayant pas commis l'action interdite, elle la repoussera également avec une cruauté qui dépasse toutes les limites dans le raffinement, car elle lui dit « Reste avec Créon que tu aimes tant ». Elle met le comble à son mépris. Voici donc tout de même silhouettée, disons, l'énigme que nous présente Antigone. Cette énigme est celle d'un être inhumain. Nous ne la situons pas, car qu'est-ce que ça voudrait dire pour nous, de notre part, de la situer dans le registre de la monstruosité? C'est bon pour le cœur qui est là, en toute cette histoire, et qui, à un moment d'une de ces répliques à vous couper le souffle, qui sont celles d'Antigone, s'écrie « Elle est hémos », c'est le terme employé. On traduit cela comme on peut par inflexible. Cela veut dire littéralement quelque chose de cru, de non civilisé. C'est le terme de crudité qui correspond le mieux quand on l'utilise pour parler des mangeurs de chair crue. C'est le point de vue du cœur, et il n'y comprend rien. Autrement dit, elle est aussi hémos que son père. Voilà ce qu'on dit. Pour nous, il s'agit de ceci. C'est de savoir qu'est-ce que veut dire cette sortie des limites humaines chez Antigone, si ce n'est parce que son désir vise très précisément ceci, au-delà de l'athée. Le même mot, athée, qui sert dans atroce. C'est là ce dont il s'agit. C'est que le cœur répète avec insistance à tel moment que je vous désignerai de son intervention, avec une insistance technique. Je veux dire que c'est cela que ça veut dire. On s'approche ou on ne s'approche pas d'athée. Et quand on s'en approche, c'est en raison de quelque chose qui est lié dans l'occasion à un commencement, à une chaîne qui est celle du malheur de la famille des Labdacides. Quand on a commencé de s'en approcher, les choses s'enchaînent en cascade. Ce qui se trouve au fond de ce qui se passe à tous les niveaux de cette lignée, c'est ce quelque chose, nous dit le texte, qui est déterminé par un mérimna. C'est presque le même mot que minimni, avec l'accent de ressentiment. Mais c'est très faux de le traduire par ressentiment, car le ressentiment est une notion psychologique, alors que mérimna est une notion de ces termes ambigus entre le subjectif et l'objectif, qui nous donne à proprement parler les termes de l'articulation signifiante. Ce mérimna des Labdacides, c'est cela qui pousse Antigone sur ces frontières de l'athée, qu'on peut traduire sans doute par malheur. Mais cela n'a rien à faire avec le malheur. C'est ce sens imparti, sans doute, peut-elle dire,
par les dieux assurément implacables, celui-là même qui l'a fait sans pitié ni crainte, et qui, pour nous, l'a fait apparaître au moment même de son acte, dicte au poète qu'est Sophocle cette image fascinante. Une première fois, dans la ténèbre, elle est allée recouvrir le corps de son frère de cette fine couche de poussière, cette poussière légère qui le couvre assez pour qu'il devienne voilé à la vue. Car c'est de cela qu'il s'agit. On ne peut laisser s'étaler à la face du monde cette pourriture où les chiens et les oiseaux viennent arracher les lambeaux pour les porter, nous dit le texte, sur les autels au cœur des villes, où ils vont disséminer à la fois l'horreur et l'épidémie. Antigone a donc fait ce geste une fois. Ce qui se passe, au-delà d'une certaine limite, ne doit pas être vu. Le messager va dire ce qui s'est passé, en disant « Nous n'avons trouvé nulle trace, on ne peut pas savoir qui a fait cela ». L'ordre a été donné de disperser à nouveau cette poussière, et cette fois, Antigone se fait surprendre. Le messager qui revient nous décrit dans les termes suivants ce qui s'est passé. Ils ont d'abord nettoyé le cadavre de ce qui le couvrait, puis se sont mis sous le vent parce que ça pue. Il faut au moins éviter les émanations épouvantables de ce cadavre. Mais il s'est mis à souffler un grand vent, et la poussière, cette fois, s'est mise à remplir l'atmosphère, remplissant même, dit le texte, le grand éther. Et dans ce moment où tous, se réfugiant comme ils peuvent, s'encapuchonnent dans leurs propres bras, se tairent devant cette sorte de changement de visage de la nature, à cette approche de l'obscurcissement total, du cataclysme. C'est là que se manifeste la petite Antigone. Elle réapparaît auprès du cadavre en poussant, nous dit le texte, les gémissements de l'oiseau à qui ses petits ont été ravis. Singulière image, plus singulière d'être reprise et répétée par les auteurs. J'en ai extrait les 4 vers des Phéniciennes d'Euripide, où, là aussi, on la compare à la mère délaissée d'une couvée dispersée, poussant ces cris pathétiques qui, littéralement, nous montrent ce qui toujours, dans la poésie antique, symbolise cette évocation de l'oiseau. N'oublions pas combien nous sommes proches, dans les mythes païens, de la pensée de la métamorphose, et à proprement parler, c'est ici la transformation de Philémon et de Baucis. C'est le rossignol qui, comme tel, se profile, tout au moins dans le texte d'Euripide, sans ambiguïté, comme étant l'image dans laquelle l'être humain semble se muer au niveau de cette plainte. La limite où nous sommes ici situés est la limite même où se situe la possibilité de la métamorphose, celle qui, véhiculée au cours des siècles comme cachée dans l'œuvre d'Ovide, reprend, à ce tournant de la sensibilité européenne qu'est la Renaissance, toute sa vigueur, sa virulence, pour que nous la voyions ressurgir, voire exploser dans le théâtre de Shakespeare. Voilà ce qu'est Antigone. L'ascension de la pièce, dès lors, va, je pense, vous être accessible. Nous avons d'abord le dialogue d'Antigone et d'Ismène. Il faut tout de même que je vous déblaye cela. Impossible pourtant de ne pas faire état, au passage, de quelques vers. Les vers 48, 70 et 73, dans lesquels, dans le discours d'Antigone, éclate une espèce d'idiotisme qui se manifeste dans la chute,
à la fin de la phrase, du mot meta. Meta est avec, et c'est aussi après. Meta, c'est exactement parce que les propositions n'ont pas la même fonction en grec qu'en français, de même que les particules jouent un rôle en anglais que vous ne connaissez pas en français. Meta, c'est à proprement parler ce qui vise la coupure. Mais il n'a rien à faire avec ce qui me concerne, réplique-t-elle, concernant l'édit de Créon, l'interdiction de toucher au cadavre de Polynice. À un autre moment, elle dit à sa sœur « Si tu voulais maintenant encore venir avec moi faire ce sacré boulot, je ne t'accepterai plus. » C'est avec à la chute, ou quand elle dit à son frère « Je reposerai, ami aimant, presque amant, ici auprès de toi. » Meita avec, encore une fois à la chute du vers, est mis dans cette position inversée, car d'habitude, Meita est mis comme avec en français avant le mot. Voilà quelque chose qui, en quelque sorte, nous signifie d'une façon signifiante le mode de présence tranchant de notre Antigone. Je vous passe les détails de son dialogue avec Ismène. Ce serait un commentaire interminable, ça vaudrait une année. Je regrette de ne pas pouvoir faire tenir dans les limites du séminaire l'extraordinaire substance de ce style et de sa scansion. Je franchis. Après ce dialogue avec Ismène et l'assurance qu'elle lui donne de sa résolution, nous avons le cœur. Cette alternance action-cœur que nous retrouverons au cours du drame 5 fois, je crois. Qu'est-ce que le cœur vient dire tout de suite après cette entrée en matière qui nous montre bien que les dés sont déjà jetés? On dit que la tragédie, c'est une action. Attention, est-ce arin, est-ce pratin? En fait, il faut choisir. Le signifiant introduit 2 ordres dans le monde, la vérité et l'événement. Mais si on veut le tenir au niveau des rapports de l'homme avec la dimension de la vérité, on ne peut pas le faire servir en même temps à la ponctuation de l'événement. Il n'y a, dans la tragédie en général, aucune espèce de véritable événement. Le héros et ce qui l'entoure se situent par rapport à ce point de visée du désir. Ce qui se passe, c'est quelque chose que j'appellerais comme des effondrements ou tassements des diverses couches de la présence des héros dans le temps. C'est ceci qui reste indéterminé. Car qu'une chose se tasse avant une autre dans cette espèce d'effondrement du château de cartes que représente la tragédie, et ce qu'on retrouve à la fin quand on retourne le tout, peut se présenter bien sûr différemment. Illustration de ceci, Créon, après avoir claironné le fait qu'il ne cédera jamais en rien sur ses positions de responsable, quand papa Tirésias lui a suffisamment sonné les cloches, commence d'avoir les foi. À ce moment-là, il dit au cœur « Alors, quand même, faut-il que je cède, faut-il pas ?» Et je vous assure qu'il le dit dans des termes qui, du point de vue que je vous développe, sont d'une beaucoup plus extraordinaire précision. Car l'athée vient encore là. Je ne me rapporte pas au texte pour ne pas vous faire perdre de temps, avec une particulière opportunité. À ce moment-là, il est clair que s'il avait d'abord été au tombeau avant de rendre enfin sur le tard les honneurs funèbres au cadavre, ce qui tout de même prend du temps,
peut-être que le pire aurait été évité.